She must participate for great purpose and ritual. Connaissez-vous Anthony Di Blasi? Un réalisateur américain qui a commencé sa carrière de cinéaste dans les années 2000 aux côtés de Clive Barker en personne. Après avoir participé à la production de Midnight Meat Train et de Book of Blood, deux adaptations de nouvelles de l'écrivain, il se lançait lui-même en adaptant à son tour Le Maître avec Dread. Brillant premier long métrage au concept assez malsain avec ses étudiants qui décident d'explorer la peur humaine en filmant des gens parler de leur plus grande terreur, un projet scolaire qui dérape évidemment de façon horrible, il met en place une atmosphère lourde en utilisant très peu d'artifices, juste avec une mise en scène extrêmement bien pensée et une écriture subtile impressionnante. Le film sera une telle surprise que, début 2010, Anthony Di Blasi est annoncé partout comme un futur maître de l'horreur, et ses prochaines œuvres sont donc attendues comme le Saint Graal. Seulement voilà, la consécration ne viendra jamais vraiment, et même si le réalisateur enchaînera les sorties horrifiques, ce seront presque toutes des échecs commerciaux et ou critiques, à tel point que le cinéaste n'est désormais vraiment suivi que par des aficionados du genre. Pour ma part, c'est un réalisateur que j'aime vraiment bien, et même dans ses plus mauvais longs métrages, comme le slasher assez médiocre Most Likely to Die, sorti en 2015, il y a toujours des idées intéressantes et des fulgurances dans son travail qui me poussent à continuer à le soutenir envers et contre tout. Puis, j'avais déjà parlé de lui sur la chaîne pour son excellent Last Chief, un film d'horreur hyper sous-estimé et trop méconnu par rapport à son efficacité redoutable, son imagerie infernale et surtout son concept simpliste au possible mais prompt à provoquer de l'angoisse et de l'attention. Eh bien, moins de 10 ans plus tard, Anthony Di Blasi et son co-scénariste de l'époque, Scott Poily, nous proposent une relecture de Last Shift avec une sorte de remake / nouvelle vision qui vient de sortir il y a quelques semaines sur les plateformes aux États-Unis. Malum. Présenté comme le film le plus terrifiant de l'année, ben voyons voir ensemble si un aussi étrange reboot d'un film sorti il y a relativement peu de temps peut vraiment valoir la peine. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque consacrée à Malum d'Anthony Di Blasi. Malum raconte donc essentiellement exactement la même chose que Last Shift, avec les mêmes personnages. Pour rappel, nous suivons la jeune policière Jessica Loren, cette fois incarnée par l'actrice Jessica Sula, qui remplace donc Juliana Arcavi dans le rôle, qui, pour sa toute première nuit, va assurer un poste de garde dans le vieux commissariat de sa ville, sur le point de fermer après un déménagement et donc complètement vide. C'est important pour Jessica, car c'est dans ce poste que son père, ancien flic émérite, est mort dans des circonstances troubles. Des circonstances qui coïncident avec son implication dans les agissements d'une secte occulte dont les membres avaient kidnappé des femmes pour les sacrifier à une sombre entité. Et bien sûr, durant cette nuit en solitaire dans ce commissariat désormais désaffecté, Jessica va être confrontée à des événements étranges et terrifiants, et peu à peu comprendre ce qui est arrivé à son père. Si vous vous rappelez du film ou de la vidéo que j'ai faite à ce sujet, vous constaterez que oui, effectivement, c'est bel et bien exactement la même intrigue. C'est quelque chose de plutôt rare qu'un réalisateur s'attaque lui-même à la relecture d'un de ses propres films, surtout aux États-Unis, où ça n'était plus arrivé depuis Leo McCarey en 1957, avec son An Affair to Remember, qui était un remake de son Love Affair, sorti lui-même en 1939. Bon, ça remonte quoi. Puis bon, qu'est-ce qui peut bien justifier une telle relecture ? Bon, eh bien, Di Blasi explique dans plusieurs interviews que déjà, il y a le manque de moyens qu'il avait à l'époque. Il avait dû laisser volontairement des éléments qui lui tenaient à cœur de côté, faute de moyens humains, techniques et surtout, bah oui, financiers. Ensuite, il y avait son parti pris, choisi entre autres à cause de ce manque de moyens. The Last Shift était une authentique expérience, un train fantôme. L'idée était d'accompagner Jessica dans ce commissariat vide, d'être avec elle, avec des plans serrés sur elle tout du long. Nous voyagions à ses côtés, à travers les couloirs obscurs de ce bâtiment vide de toute présence humaine, avec de nombreux fantômes qui se cachaient ici et là. L'ensemble créait une sensation de claustrophobie très efficace et tout fonctionnait de manière assez brillante. Di Blasi a cette fois envie de raconter quelque chose de plus élaboré et donc oublie un petit peu, mais pas trop non plus, le côté sensoriel pour lorgner plus vers le grotesque et l'épique, vers le gore et l'iconique, comme nous le verrons plus tard. Enfin, Last Shift avait laissé à Di Blasi un goût amer, vu que le film était pensé pour être visionné en salle et qu'il n'a finalement jamais eu la chance d'y sortir.
Le sentiment de frustration qu'il rumine depuis lors l'a forcément amené à se repencher sur ce projet quelque peu maudit et de lui donner une seconde chance en quelque sorte. Ajoutons à toutes ces raisons assez légères le fait que derrière Di Blasi, il y a le tout nouveau studio Welcome Violin qui, comme son nom l'indique, accueille chaleureusement les méchants. Une boîte spécialisée dans l'horreur et qui finance des films seulement depuis le début des années 2020 et dont Maloum est à peine le 3e projet finalisé, alors que c'était vraiment l'un des 2 premiers à avoir été signé. Nul doute que Welcome Violin voyait dans la relecture du sous-côté Last Shift une façon de faire une entrée triomphante dans l'univers du cinéma d'horreur. Bon, êtes-vous convaincu par toutes ces raisons ? Pour ma part, je ne doute pas que chacune d'elles contient une part de vérité. Mais je pense surtout que c'est une opportunité pour Di Blasi, dont la carrière bat de l'aile depuis quelques années. C'est une opportunité pour lui de revenir à son plus grand succès, celui qui a eu le plus de bonnes critiques, si l'on accepte évidemment Dredd, dont il n'a pas les droits. En réalité, la seconde chance, ce n'est pas à Last Shift qu'elle est accordée, c'est à Anthony Di Blasi lui-même. Il essaye très certainement de relancer sa carrière, et ça, on peut le comprendre. Voyons voir maintenant les différences entre The Last Shift et ce Maloum, histoire de voir si elles parviennent à justifier l'existence du film. Dès le départ, nous pouvons constater une différence flagrante entre les deux avec leur introduction. Le premier débutait tout de suite sur le parking du commissariat, avec Jessica qui parle au téléphone avec sa mère juste avant de prendre son tout premier poste. Dans Maloum, nous avons d'abord droit à une intro dans le passé qui nous permet de suivre le coup de folie de son père, sa tuerie, puis son suicide. Voici déjà la différence majeure, puisque dans Last Shift, le papa de Jessica était juste un flic tué en service par les fidèles d'un culte démoniaque, alors qu'ici, il y a le sujet autour de sa folie et le ternissement de sa réputation que Jessica vient en quelque sorte laver en prenant ce poste. Ce changement de parti pris montre bien la nouvelle direction que Di Blasi prend, car cette fois-ci, l'histoire prend tout de suite une tournure plus ambitieuse, avec plus d'éléments fantastiques ou de scènes d'action, là où The Last Shift se basait beaucoup plus sur son atmosphère. Sans prendre position pour un parti pris ou un autre, c'est une vision totalement différente. Puis, faire du père de Jessica un paria change également complètement son rapport avec les autres flics qu'elle croisera tout au long du métrage, physiquement ou par téléphone. Elle, qui était plutôt soutenue par ses collègues dans Last Shift, devient une pestiférée et chaque policier se permet bien sûr une réflexion sur son défunt père. Nous avons également une toute nouvelle dimension qui découle directement de ce choix. L'enquête sur les événements qui ont conduit son père à la folie. Jessica va trouver de nombreux indices à ce sujet durant sa ronde et va pouvoir se repencher sur cette sinistre journée qui a définitivement fait basculer sa vie. En fait, le personnage de Jessica est juste beaucoup plus profond dans Maloum, dans le sens où elle est beaucoup plus explorée. Là où dans Last Shift, elle était essentiellement l'archétype de la rookie qui, lors de son premier jour, veut prouver que c'est une bonne flic et qui est confrontée à une situation un tout petit peu extraordinaire, quoi. Encore une fois, tous les éléments de The Last Shift étaient mis au service de son atmosphère, alors qu'ici, Di Blasi voulait avant tout raconter bien plus de choses et beaucoup plus développer son univers. Et si la première moitié de Maloum ressemble assez fort à celle de Last Shift dans l'enchaînement des scènes proposées, avec plusieurs éléments qui reviennent, comme le sergent dont elle vient prendre le relais qui se montre hostile, les appels téléphoniques intempestifs, insultants et menaçants, l'intrusion de ce qui semble être un sans-abri qui agit de façon irrationnelle, et quelques situations étranges qui donnent parfois lieu à des jumpscares, dans sa seconde partie, le film change radicalement. La dimension horrifique sort de l'épouvante prônée par le premier film et se permet une imagerie infernale plus développée et iconique qui lorgne sur le grotesque et un fantastique assumé ainsi qu'un gore décomplexé. En effet, toute la partie sur la secte satanique est ici approfondie. Là où elle n'était qu'un prétexte à l'enchaînement de scènes effrayantes dans The Last Shift, elle devient ici vraiment le sujet principal et tous les éléments qui lui sont liés, ses adeptes, l'entité qu'elle vénère, ses victimes, ses symboles, sont visuellement bien plus marquants. Nous sommes bien plus dans le développement d'une nouvelle mythologie que dans la simple utilisation d'antagonistes surnaturels, archétypaux. Nous ressentons donc parfaitement pendant le film tout le fun que Di Blasi et son équipe ont pu ressentir eux-mêmes en imaginant ces méchants et leur univers, leur fonctionnement, leurs capacités et surtout, bien sûr, le démon qu'ils vénèrent. Puis, il y a un petit côté Clive Barker dans la manière dont Di Blasi a cherché à allier le volontairement grotesque au réalisme terrifiant d'une secte qui fait penser au clan Manson et à celui d'un commissariat vide, lieu particulièrement glauque, le tout saupoudré de folklore religieux toujours intéressant à exploiter dans un film d'horreur. Une influence barkerienne que Di Blasi revendique avec plaisir, lui qui, je le rappelle, a travaillé avec l'artiste pendant quelques années. Et même si le développement de sa mythologie reste simpliste et moins original si on le compare à celle de Hellraiser, pour ne citer que cette œuvre bien sûr, le rapprochement entre les deux est facilement identifiable malgré tout. Et c'est ce qui donne tout son cœur au film. Nous avons droit à quelques images hyper marquantes, notamment avec le Temple Baron, le démon en question, au design beaucoup trop stylé.
D'ailleurs, nous devons les effets spéciaux pratiques très réussis au studio Russell FX, qui a par exemple travaillé sur The Ritual, également réputé pour sa créature, ou Hellraiser version 2022. Tiens donc, en voilà une coïncidence qu'elle est étrange. Oui, ce monstre, qui n'apparaît que quelques minutes à l'écran, comme tout bon monstre de film d'horreur, le porte quand même beaucoup sur ses épaules, et il est instantanément iconique. Même si The Last Shift ne manquait pas d'images marquantes, nous n'avions rien de ce niveau, car le film devait composer avec un budget et une équipe bien plus modeste, comme dit en début de vidéo. Puis bon, en dehors de ce démon complètement fou qui semble sorti tout droit d'une bande dessinée, nous avons plein d'autres plans marquants qui proposent une imagerie infernale assez exceptionnelle, et comme nous n'en avons plus vu depuis un grand moment, qui accepte de sacrifier la terreur de Last Shift pour plutôt proposer du malaise, du dérangeant, du fun et du gore. Voire parfois les 4 à la fois. Et à nouveau, notre démon en est un parfait exemple. Plutôt qu'un train fantôme efficace, Malum met donc une plongée dans cet enfer imaginé par Di Blasi. Un exercice aussi ambitieux que périlleux qui aurait pu se transformer en cartoon cheap. Et ça n'est pas le cas ici. Nous avons droit à d'authentiques scènes de cauchemar qui raviront les spectateurs agacés par les standards imposés ces dernières années par ce qu'on appelle grossièrement les Levitted Horror, ou par les ficelles éculées et les créatures sans âme des productions hollywoodiennes les plus communes à la Blumhouse et qui représentent ensemble les 3/4 des sorties horrifiques américaines actuelles. Di Blasi propose du grand spectacle, certes, à quelques jumpscares assez putassiers mais néanmoins efficaces, surtout dans sa première partie, mais n'oublie pas pour autant tout ce qui fait le charme d'une partie des productions indépendantes. Des meurtres crapuleux, une imagerie scabreuse, des personnages excentriques parfois au bord de l'absurdité, et des plans, encore une fois, dignes de comic book. Nous arrivons ainsi à une ambiance assez proche de celle d'un Bashkin de Jan Evrenol ou d'un The Void de Steven Kostanski, voire parfois même d'un Evil Dead 2, et comme ces films, Malum n'a pas peur du ridicule, décide de développer son univers à fond pour nous proposer ce petit tour en enfer et cette plongée dans la folie si chère à mon cœur et qui se font si rares aux States depuis quelques années. Pour autant, Malum n'est pas non plus parfait et loin s'en faut. Et si sa deuxième partie est rafraîchissante au possible et m'a permis de prendre un pied monumental, j'ai plus de réserves concernant sa première partie. Celle-ci est très proche de celle de The Last Shift, mais en moins marquante, puisque son ambiance se retrouve impactée par la nouvelle direction de Di Blasi. Son atmosphère lourde et angoissante est donc bien amoindrie ici, et la peur prend beaucoup moins. Même les jumpscares très efficaces dans The Last Shift sont ici plutôt anecdotiques, voire parfois agaçants, et se voient venir de loin. Nous ne ressentons plus cette claustrophobie si prenante dans le premier film, causée par ses nombreux plans rapprochés sur Jessica et une gestion de l'espace qui était juste parfaite. Ici, l'environnement nous étouffe moins, bien que le film ait été tourné dans une ancienne prison désaffectée, un lieu idéal pour une telle production. Puis, la reproduction de plusieurs scènes déjà présentes dans The Last Shift nous permet forcément une comparaison directe entre elles, et force est de constater qu'elles en ressortent affaiblies. Le rythme est également trop rapide et ne laisse pas une véritable atmosphère se mettre en place à cause de cet enchaînement presque ininterrompu d'événements, là où The Last Shift laissait beaucoup plus de temps à son personnage pour se questionner, et surtout, pour avoir peur. Une peur qui était alors facilement communiquée au spectateur, ce qui est pour ainsi dire complètement absent ici. À nouveau, c'est une différence de vision, de direction, de parti pris. Mais je n'arrive pas à comprendre cette volonté de proposer une première partie si proche de celle de The Last Shift pour en abandonner quasiment toutes les qualités. C'est vraiment un drôle de choix et qui fait perdre pas mal de poids à Malum. Et cela me fait forcément me questionner sur la pertinence de cette nouvelle lecture. Pourquoi ne pas avoir fait plutôt une suite ou explorer le même univers avec un autre film si Di Blasi voulait absolument reprendre cette intrigue pour en faire autre chose? Lui qui prétend avoir avant tout réalisé ce film pour un nouveau public, faire un tout nouveau film n'aurait pas été dérangeant en soi. Je pense que c'est avant tout le choix de la facilité. En reprenant une intrigue acquise comme solide comme base d'un nouveau projet, il s'épargnait bien des tracas au départ de la production et ça a certainement pesé dans la balance lors des négociations avec Welcome Violin. Mais ça donne l'impression d'un effort un petit peu vain et d'un réal qui peine à se renouveler et surtout, qui ne s'est pas vraiment amélioré en 10 ans. The Last Shift était une pépite de maîtrise en termes de mise en scène et d'écriture, alors qu'il avait de très faibles moyens et reposait sur un concept minimaliste. Malum propose toute une galerie d'images infernales et de scènes folles, mais que sur une moitié de film. Le reste, c'est un petit peu du réchauffé, et ça fait de Malum une petite occasion manquée, malgré tout le fun qu'il m'a fait ressentir. Car oui, personnellement, j'ai apprécié le voyage, et j'espère vraiment que ça permettra à Anthony Di Blasi de redorer un petit peu son blason. Comme Jessica, finalement, qui cherche à laver la réputation de son père qui s'est suicidé. Malum essaye de sauver la carrière de son réal, qui a enchaîné les mauvais choix au fil du temps. Une mise en abîme volontaire? À vous de voir, mais mon romantisme me pousse à y croire plus que de raison. En attendant, Malum reste une petite pépite, malgré ma déception sur certains points, et parle particulièrement à mes attentes personnelles devant ce genre de métrage. J'espère que ce sera votre cas aussi, et que j'aurai réussi à vous rendre curieux.
Dans tous les cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.